Tac. Et donc là, on est en ligne, normalement. Bonjour. Est-ce que vous Bonjour à nous entendez tous. bien? Super. C'est bon pour le son, c'est bon pour la vidéo? J'ai là, vu le chat, j'ai l'impression que oui. Ok, on va attendre peut-être quelques secondes que tout le monde se connecte. Ouais. J'ai l'impression que tout fonctionne bien. Le partage d'écran aussi, on voit bien la présentation. Moi, je la vois en tout cas, Idriss. Ok, nickel. Hop. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on est avec Ruben. Ruben, je peux te laisser te présenter en premier si tu veux. Complètement. Eh ben, enchanté à tous les participants. Du coup, je suis Ruben, je suis le cofondateur et directeur général de l'entité SEO et GEO du groupe DataShake. En quelques mots, DataShake, on a été fondé en 2019 par deux anciens Google. On a un scope d'activité assez large. On fait paid acquisition sur toutes les régies publicitaires qui peuvent exister. Et, donc, ça va de Meta, Google Ads, en passant par Pinterest, Reddit Ads, etc. L'entité SEO GEO que j'ai cofondée. On a une activité sur tout ce qui est CRM, email, automation. On a un studio créa en interne spécialisé à l'IA et sur la création de visuels IA. Et on a aussi une entité de tracking qui aide tous les annonceurs sur les problématiques de server-side, plan de tagage, etc. On a accompagné un peu plus de 500 clients, géré un peu plus de 300 millions d'euros de budget publicitaire. Pour faire tout ça, on est un peu plus de 80, tous basés à Paris, à côté de la Bourse de Paris. Et vous avez quelques logos d'entreprises qu'on accompagne au quotidien dans leur croissance online et dans leur stratégie d'acquisition. Voilà pour une présentation très rapide, Idriss. Merci Ruben. Et du coup, alors, je vais me présenter aussi. Donc, moi, je m'appelle Idriss, je suis le CEO et cofondateur de Meteoria. Meteoria, c'est un outil d'analyse de la visibilité des marques dans les réponses des IA génératives. Donc, ce qu'on fait, si je dois vulgariser ça, c'est qu'on va aider les marques en fait à analyser si elles apparaissent dans les réponses de ChatGPT, Perplexity, Gemini. Et si ce n'est pas le cas, on va décortiquer en fait les logiques internes de fonctionnement de ces LLM pour comprendre pourquoi elles n'apparaissent pas et leur donner plein d'insights pour faire en sorte qu'elles passent de invisible à visible. On travaille avec beaucoup d'agences de marketing digital comme DataShake. La moitié de nos clients, ça va être des entreprises de ce type-là. Je pense qu'on est même en France le premier choix des agences en termes de tech. Et on accompagne aussi directement des marques sur ces sujets-là. Beaucoup de noms, je pense que vous allez connaître. Par exemple, on va travailler avec Cdiscount, avec la Matmut, avec la Poste. On travaille aussi avec L'Oréal. Voilà, plein d'entreprises sur plein de cas d'usage différents. On a levé 1 million d'euros récemment auprès du fonds Tomcat. On analyse en moyenne chaque mois environ 3 millions de prompts pour nos clients sur, on va dire, 4 cas d'usage qui vont être un peu distincts. Le premier, c'est un cas d'usage vraiment qu'on appelle d'acquisition. Donc, par exemple, on va travailler avec, je donne un exemple, avec le SaaS de RH Lucas, où l'idée, c'est qu'ils vont monitorer des prompts, par exemple, quand on va demander à ChatGPT, fais-moi un comparatif des meilleurs outils RH, ils vont vouloir que leur outil apparaisse dans la réponse des IA. On a aussi un cas d'usage sur le e-commerce, où là, on va accompagner des entreprises comme Cdiscount. L'idée, ça va être que dans le cas où on va vendre des produits en ligne, les IA, et en particulier ChatGPT, vont, sur ce genre de prompt, afficher ce qu'on appelle des carousels produits. Exemple, si je demande à ChatGPT, j'ai envie d'acheter un frigo connecté, il va m'afficher du coup des frigos sous forme d'un carrousel produit. Et l'avantage, en fait, c'est que sur ces carousels-là, il va y avoir des liens. Quand on va cliquer sur le carrousel, ça va ouvrir du coup une petite page où on va avoir souvent 3 options d'achat. Ça va être des liens qui redirigent directement
l'internaute vers la page de son site web qui va vendre le produit. Donc ça amène du trafic qualifié aux e-commerçants. Et donc, l'objectif en e-commerce, ça va être d'apparaître dans ces carousels-là. On a un troisième cas d'usage, c'est sur du local. Toutes les entreprises qui ont des points de vente, par exemple la Matmut, quand quelqu'un va taper « je cherche une mutuelle à Lyon », ils vont vouloir que ce soit leur point de vente qui remonte et pas celui de leurs concurrents forcément. Et le dernier cas d'usage, il est un peu différent. Ça concerne la notoriété et surtout la e-réputation de la marque. L'idée, ça va être de se dire que quand quelqu'un, par exemple, va taper dans le chat GPT quels sont les avis des clients sur Decathlon, est-ce que tu me recommandes cette marque-là? On va analyser la réponse de l'IA. Est-ce qu'elle est plutôt positive ou négative? Et si elle est négative, on va aller regarder où est-ce que ChatGPT, par exemple, a identifié ces aspects négatifs qu'il a générés, qu'il a affiché dans la réponse. Et l'idée, ça va être ensuite, une fois qu'on a identifié ces sources de données dans lesquelles il est allé puiser, souvent, ça va être des forums d'avis, par exemple, ça peut être du Trustpilot, ça peut être du Custplace. L'objectif, ça va être d'influer dans ces sources-là pour, in fine, influer dans la réponse de l'IA. Donc, voilà ce qu'on fait dans les grandes lignes. Aujourd'hui, on a fait ce webinaire avec Ruben pour vous partager pas mal d'insights sur comment fonctionne le GIO, comment venir influer sur les réponses des IA et vous partager aussi quelques cas concrets de tests qu'on a pu faire, nous, de notre côté. Donc, voilà, comme ça, l'idée, ça va être une fois qu'on a vu la partie théorique, on va voir en pratique ce que ça donne. J'essaierai d'avoir un œil sur le chat pendant tout le webinaire. Donc, s'il y a des questions, on va essayer de rendre ça le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Hop, on commence. Alors, l'idée, ça va être, on va commencer par la partie comment fonctionnent les IA, un peu le workflow. Cette partie, elle est super importante parce qu'une fois qu'on a compris ce workflow, on va pouvoir comprendre comment influer directement dans la réponse des IA. Donc, en fait, quand vous allez poser une question à ChatGPT, je vais prendre l'exemple de ChatGPT parce que c'est le LLM qui est le plus utilisé dans le monde, mais la plupart des LLM fonctionnent de la même manière. L'idée, en fait, c'est que quand vous posez une question à ChatGPT, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il pense avoir la réponse directement dans son corpus d'entraînement. Et dans ces cas-là, il va répondre avec sa base de données d'entraînement. Il ne va pas lancer ce qu'on appelle de recherche sur le web. Quand on est dans ce cas-là, il n'y a pas énormément de choses à faire pour influer la réponse de l'IA, parce qu'en fait, il faudrait influer sur toute la base d'entraînement d'un ChatGPT. Et ça, c'est très compliqué à faire. Je donne un exemple. Par exemple, si je demande à ChatGPT où est située la Tour Eiffel, il n'a pas besoin de faire une recherche sur Internet pour trouver la réponse, parce que tout le monde sait où est située la Tour Eiffel. Du coup, quand il s'est entraîné en fait, sur sa base d'entraînement, il a directement récupéré des informations par rapport à ça. Et quand je dis quand il s'est entraîné, en fait, c'est ce qui se passe dans les grandes lignes, c'est que les providers de LLM, OpenAI par exemple pour ChatGPT, en fait, ils vont scraper tout le web et avec toute cette mine d'informations, ils vont entraîner leur IA dessus. Donc forcément, le knowledge qui est facilement accessible, il n'y a pas besoin de faire de recherche sur Internet, l'IA aura déjà la réponse. Par contre, le cas qui va nous intéresser, c'est plutôt le deuxième cas. C'est le cas où le chatbot a besoin de faire une recherche sur Internet. Si je demande à ChatGPT, par exemple, j'ai envie d'acheter un porte-vélo, et ben là, il va devoir faire une recherche sur Internet. Parce qu'à partir de sa base de connaissances, les résultats seraient trop mauvais à présenter à l'internaute. Donc, il va déclencher une recherche sur le web. Pour déclencher cette recherche, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décomposer le prompt. Par exemple, j'ai envie d'acheter ou conseille-moi le meilleur porte-vélo que je peux accrocher sur ma voiture. ChatGPT va décomposer ce prompt en ce qu'on appelle des query fan-out. Donc, ça va être des mots-clés qu'il va taper ensuite dans Google et dans Bing pour rechercher des informations. Donc, il tape ça dans Google, il récupère le top 10, le top 20 ou le top 30. Et ensuite, parmi ces 30 sources, par exemple, il va en sélectionner peut-être 22. Il va lire le contenu de ces 22 sources. Et grâce à ça, grâce au contenu de ces sources, il va générer la réponse. Ça, c'est un workflow qui est super intéressant parce qu'à partir du moment en fait, où ChatGPT va faire des recherches sur Internet et va utiliser les sources de données pour générer la réponse, ça veut dire que si on influe sur les sources de données, on va pouvoir directement influer sur la réponse. Et c'est ça, en fait, la base du GIO. Ça va être d'identifier ces sources pour influer dessus, pour, in fine, influer dans la réponse de l'IA.
Complètement. Je me permets de compléter sur un point, Idriss. Il y a sur la partie prompt input, il y a un nouveau classificateur, on va dire, qui est apparu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle, enfin, en tout cas, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Sonic Classifier, qui permet à l'IA de savoir si elle va utiliser du RAG, donc ça veut dire partir en recherche web ou partir de son dataset. À noter quand même pour tous nos auditeurs que les IA ont tout intérêt à faire appel à leur dataset, ce qui est beaucoup moins gourmand en termes d'énergie et donc en termes de coût aussi pour les IA. Donc elles vont systématiquement essayer d'aller sur le dataset lorsqu'elles ont une réponse, où se situe la tour Eiffel. Par exemple, c'est ton exemple, si je me souviens bien, Idriss. Et si elles n'ont pas la réponse de leur dataset, partir donc avec leur sur le web, à savoir que dans les prompts qui vont être tapés, il y a des éléments qui vont, entre guillemets, forcer l'IA à partir en recherche web. Par exemple, ce qu'on va appeler des biais de récence. Si par exemple, je demande un classement à un instant T, si je demande une news très récente, etc., alors l'IA n'aura pas le choix que d'aller faire de la recherche web. Donc voilà, sur cette partie-là. Et peut-être aussi pour introduire une autre thématique, enfin un autre sujet, c'est la partie RRF. Lorsque les IA partent faire une recherche web, en fait, elles vont aller découvrir des contenus. D'ailleurs, on a une question à ce sujet-là, Idriss, je vais te la lire juste après. Mais l'idée, c'est qu'elles vont aller lire plusieurs sources différentes et qu'elles vont donner un poids à chaque source en fonction des mentions et notamment, dans le cas des annonceurs, de leur nom de marque qui apparaît. Et ça, c'est ce qu'on appelle le score RRF qui va permettre après d'apparaître dans la génération de réponses et donc dans l'output finalement que l'IA va sortir. C'est ça. Idriss, les questions… Ouais, je t'en prie. Non, j'allais dire ChatGPT, quand on lui pose une question et qu'il déclenche la recherche web, en moyenne, il va analyser entre 20 et 30 sources de données pour générer sa réponse. Donc forcément, si ma marque apparaît dans 29 des 30 sources, j'ai de très grandes probabilités, in fine, d'apparaître dans la réponse. On a une question d'Olivier qui nous dit « Les résultats des recherches dans les IA ne sont pas différents selon les profils, pour interrogation. On ne peut pas faire de navigation privée comme Google. » Alors, s'il y a une navigation privée, d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les outils Geo comme Meteoria. On va ouvrir ChatGPT en navigation privée sans être connecté. On va envoyer le prompt et on va récupérer la réponse. Comme ça, on enlève toute notion d'historique. Après, nous, ce qu'on a remarqué dans nos tests, c'est que quand l'IA va faire une recherche web, souvent, elle va accorder beaucoup plus d'importance au contexte qui vient des sources de données qu'elle a analysées plutôt qu'à l'historique des conversations. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une IA, quand vous l'utilisez, elle a une fenêtre de contexte qui n'est pas illimitée. Donc, ce contexte, elle peut le remplir avec plein de choses. Et quand la recherche web se déclenche, imaginons qu'il y ait 20 sources qui soient analysées par ChatGPT pour générer la réponse. 20 sources fois 1000 mots par source, ça va faire énormément de contexte qui va être donné à l'IA. Donc, souvent, elle va beaucoup plus se baser sur la recherche qu'elle a fait sur le web plutôt que sur le contexte de vos anciennes discussions. Par contre, ce qui peut être fait quand vous voulez faire de l'analyse Geo et forcer un contexte, c'est de le mettre dans le prompt. Par exemple, dire j'ai envie d'acheter un frigo connecté. J'ai 2 enfants. On est du coup 4 dans ma famille. Voilà où j'habite, si ça peut forcément avoir un lien avec la réponse. Et du coup, ce contexte, ce que font nos clients souvent, c'est qu'ils le mettent dans le prompt pour aller tester du coup ce qu'on appelle des personas et voir si la réponse va varier en fonction des personas. Complètement. On a une autre question, Idriss, qui est comment les IA sélectionnent leurs sources et les pondèrent. Ça, c'est une très bonne question. Je vais la traiter, dérouler là sur 2 ou 3 slides parce que je pense que ça va répondre à cette question. L'idée, en fait, c'est qu'on a fait une analyse assez poussée avec plusieurs dizaines de milliers de prompts qu'on a envoyés dans ChatGPT, dans Perplexity, pour comprendre comment, du coup, ces 2 LLM faisaient pour découvrir des sources. Ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que ChatGPT, il a un pattern universel. Quand on va envoyer en fait un prompt en français, par exemple, j'ai envie d'acheter un frigo, il va décomposer ce prompt en 2 query fan-out. En moyenne, il y a 2 query fan-out. Il y en a une qui va être
dans la langue du prompt, donc en français, et une qui va être en anglais. Ces 2 query fan-out, en fait, elles vont permettre de récupérer des sources de données. Vu qu'il y a une des query fan-out qui est en anglais, bah forcément, je vais avoir des sources de données qui vont être anglophones. Perplexity, lui, c'est différent. Il va utiliser, en tout cas sur la version gratuite, une query fan-out par prompt. Et la query fan-out, elle va être dans la langue du prompt. Et elle va être très proche du prompt initial. Alors que ChatGPT, lui, c'est des query fan-out qui sont beaucoup plus longues. Et à chaque fois qu'on l'interroge, même avec le même prompt, j'ai presque tout le temps une nouvelle query fan-out différente qui va en fait beaucoup tourner autour de mon sujet. Lié en fait à ce fonctionnement qui est différent. Donc, ChatGPT qui va avoir une query fan-out différente à chaque fois, Perplexity qui est tout le temps la même, bah forcément, je ne vais pas avoir les mêmes sources de données qui vont être récupérées par les IA. En moyenne, je vais avoir 22 sources de données analysées par réponse dans ChatGPT contre 10 sur Perplexity. Et on s'est amusé à faire un test intéressant. En fait, on a envoyé le même prompt 100 fois dans ChatGPT et 100 fois dans Perplexity pour voir ce qui se passait. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, en envoyant 100 fois le même prompt dans ChatGPT, donc en moyenne, j'ai 22 sources qui sont utilisées par réponse. Mais si j'analyse 100 réponses sur le même prompt, je peux voir qu'en tout, j'avais en moyenne 132 sources utilisées à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a un turnover des sources qui est très important sur ChatGPT. Alors que sur Perplexity, j'ai en moyenne 10 sources utilisées par réponse. Et si j'interroge 100 fois sur le même prompt, ces 10 sources, elles se transforment en 40 sources. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que si je veux influer les réponses sur ChatGPT, il va falloir en fait que que je fasse apparaître ma marque dans beaucoup plus de sources que sur Perplexity. Ce qui explique aussi, pardon, excuse-moi Idriss, ce qui explique aussi un niveau de variance dans les outputs de ChatGPT qui est en réalité plus élevé que ceux de Perplexity. C'est ça, vu exactement. que ChatGPT va aller chercher plusieurs sources différentes à plusieurs reprises, en réalité, les réponses fournies par ChatGPT sont beaucoup plus volatiles, j'ai envie de dire, que celles de Perplexity. Quelque chose notamment qu'on mesure sur Meteoria, hein, Idriss. C'est ça, exactement. C'est ça. Le taux de persistance, c'est à quel point les mêmes marques vont apparaître dans un même prompt. Et effectivement, on a remarqué que sur ChatGPT, c'est beaucoup plus volatile. Lié du coup à cette impersistance dans les query fan-out et dans les sources de données. Et sinon, autre différence aussi, Perplexity cherche uniquement dans Google. Alors, ils sont en train de créer leur propre index, donc progressivement, je pense qu'ils iront vers cet index-là. Et ChatGPT, ils cherchent dans Google majoritairement et aussi, on pense encore un peu dans Bing. Historiquement, ils cherchaient beaucoup dans Bing avec leur partenariat avec Microsoft. Et progressivement, ils ont transféré ça vers Google, je pense, pour des questions en fait, de qualité des informations. Ouais, il y a quelqu'un de chez OpenAI, je ne sais plus qui a révélé il n'y a pas très longtemps pendant un procès, procès antitrust aux États-Unis, qu'ils utilisaient bien SERP API pour scraper la donnée. Pour scraper Google. Ouais. Et d'ailleurs, ils scrapent la partie search pour les sources un peu standards. Mais quand on va en fait monitorer un prompt qui déclenche des carousels produits, ChatGPT, il va aussi scraper la partie shopping, la SERP shopping, pour créer du coup ces carousels produits. D'ailleurs, je vous invite, on partagera la présentation après l'événement, mais la semaine prochaine, on sera au SEO Summit avec Cdiscount et on partagera justement un retour d'expérience du GEO pour les e-commerçants, avec tout le fonctionnement en fait de comment ChatGPT fait pour générer les carousels produits, quel est son workflow. Je propose qu'on aille du coup, s'il n'y a pas d'autres questions sur la partie technique, si tu veux nous en dire un peu plus. Je regarde les questions. On a juste une question. Il y a Sophie qui nous demande de redéfinir les query fan-out. Très rapidement, je me permets de répondre, Idriss. Les query fan-out sont une décomposition d'un prompt qui est tapé par un utilisateur sur une IA, enfin sur un LLM. La requête, le prompt est décomposé en plusieurs recherches web pour aller chercher des réponses online. C'est ça. Il y a un exemple ici, là, si on regarde sur le prompt, par exemple, quelle est la meilleure agence SEO pour une migration. Et on a donc beaucoup plus que ça. En réalité, on a 18 x 3 query fan-out qui sont tapés. C'est normal, ce que Idriss expliquait tout à l'heure. Plus on va
retaper la requête dans le temps, plus on va avoir des query fan-out qui vont évoluer. Néanmoins, ici, on voit que la query fan-out la plus utilisée, en tout cas par Perplexity, est meilleure agence SEO migration 2026. C'est ça. Et Perplexity utilise presque tout le temps la même. 27 fois utilisée par Perplexity. Par contre, ChatGPT, lui, il utilise presque une nouvelle query fan-out à chaque fois et elles sont beaucoup plus longues. Et elles n'ont pas trop de sens d'ailleurs. Si on lit vraiment la question, enfin la query par exemple, ça va être meilleure agence SEO pour une migration SEO France, agence SEO migration site. Donc voilà ce qu'il a tapé sur Google pour récupérer les sources. Complètement. Et donc si on revient à la partie, les prérequis techniques pour le GEO, alors je me permets de commencer en tout cas le sujet Idriss. Effectivement, il y a un sujet technique pour le GEO qui est assez simplement lié au fait que les crawlers utilisés par les IA, je prends l'exemple d'OpenAI ici avec ChatGPT, sont en réalité quand même moins performants que ceux de Google. Google scrape et crawl le web depuis 30 ans. Et donc, à un niveau technique plutôt très élevé pour comprendre le web, pour passer certains éléments techniques sur le web, là où OpenAI a besoin aujourd'hui pour visiter un contenu de plus de facilité, j'ai envie de dire. Il y a aussi, encore une fois, une question d'énergie et de coût pour les grands modèles qui crawlent le web. Globalement, les grands points techniques qu'il faut avoir en tête. C'est avoir un site qui est plutôt léger en termes de JavaScript. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tout le JavaScript de votre site et on ne va pas retourner 20 ans en arrière avec des sites full HTML. Néanmoins, le JavaScript peut bloquer la lecture de certains contenus et donc ce qu'on va appeler notamment le rendering de vos contenus. Et donc, attention à bien tester vos pages web si vous voulez qu'elles soient sources pour les IA, en désactivant notamment le JS et en voyant à quoi ressemble votre page web, voir si le contenu est toujours lisible, j'ai envie de dire, sans JS. Ça, c'est un des premiers grands points et j'ai envie de dire, nous, dans le cadre des audits techniques GEO qu'on fait, ça reste quand même une des top priorités. On va avoir aussi d'autres sujets comme ce qu'on va appeler le last mode. Alors, les IA adorent les contenus très frais. À partir du moment où elles déclenchent du RAG et qu'elles vont chercher du contenu online, en réalité, c'est aussi pour aller chercher de la fraîcheur de contenu. En fait, cette fraîcheur de contenu, on peut l'indiquer dans son code à travers une petite balise qui s'appelle last mode, qui, comme son nom l'indique, dit à quelle date cette page a été modifiée pour la dernière fois. Donc, c'est forcément un indicateur de récence de son contenu. Et donc, avoir les last mode dans ses en-têtes sur le site, sur chaque page, est un super indicateur. Ça, je confirme, parce que nous, quand on va scraper ChatGPT, on va lui envoyer un prompt et on va analyser du coup les sources qu'il va utiliser. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les sources, il a un paramètre date de création du contenu et date de dernière modification. C'est un paramètre qu'on a pu détecter, qu'on récupère, donc qui est directement utilisé par ChatGPT. Donc forcément, s'il l'utilise et qu'il l'affiche, c'est que ça a un impact sur le choix des sources. Et pour aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet-là, on a même une balise en réalité qui s'appelle un e-tag. Pour vous expliquer ce qu'est un e-tag de manière assez simple, votre page web a un code composé de plusieurs chiffres. À chaque fois que vous modifiez ce contenu-là, le contenu d'une page, le e-tag change. Et donc, il arrive que les modèles fassent des appels au e-tag et voir, c'est un peu comme un système de cache, si le e-tag est le même que la dernière fois qu'il a scrappé, crawlé une page, alors il n'a pas besoin de revisiter la page. Si le e-tag a changé, ça veut dire que le contenu a été modifié et donc il doit retourner visiter ce contenu frais, j'ai envie de dire. Donc le e-tag fait partie aussi des bons éléments à avoir pour le GEO. On va avoir les sujets de données structurées qui sont fondamentaux. Alors les données structurées, très simplement, encore une fois, c'est une manière d'apporter de l'information, d'apporter de la compréhension sur son code, en réalité sur une page. Donc, ça va être des balises qu'on va mettre un petit peu partout en JSON, qui est le langage qu'on va utiliser pour ces données structurées, et qui va permettre d'indiquer au robot qu'à tel endroit de la page, c'est une FAQ. À tel endroit de la page, on va parler d'un auteur. À tel endroit de la page, on va parler des réseaux sociaux qu'on va mettre, etc., etc. Donc, c'est une manière
finalement donner de l'information sur son code. Ça facilite énormément le travail des robots. Encore une fois, tout est une question de faciliter ce travail des robots d'exploration. Et donc, le fait d'avoir des données structurées qui soient extrêmement bien implémentées, extrêmement claires et assez riches, j'ai envie de dire, va aussi être un critère assez important sur le GEO. On a même des tests où on voit que les LLM font des calls à l'intégralité du JSON avant de lire le contenu de la page pour voir quels sont les différents sujets dont on va parler sur cette page-là. D'où l'importance de ces données structurées. On va avoir d'autres sujets comme, on va en parler après, je crois, Idriss, mais l'importance des titles, évidemment, qui sont normalement quand même au centre des stratégies SEO. Donc, les titles, c'est les fameux titres que vous voyez apparaître sur Google qui sont cliquables. Et le retour quand même en force, je tiens à le mentionner, qui a été mis de côté et boudé par les SEO depuis pas mal de temps, des métadescriptions. Les métadescriptions ont officiellement aucun impact sur un ranking sur Google. Là où en GEO, les métadescriptions font partie des premiers éléments lus avant d'aller scraper le contenu sur une page. Idriss, je te laisse me corriger, mais je pense qu'on va rentrer. J'ai l'impression, par contre, que ce qui est lu, c'est la métadescription générée par Google et pas forcément celle du site. Parce qu'en fait, ChatGPT va utiliser donc un outil comme SERP API pour scraper la SERP Google à partir de la query fanout. Et ce que va lui renvoyer SERP API, ça va être par exemple le top 30 de la SERP avec URL de chaque site, titre de chaque site, métadescription de chaque site, mais selon la manière dont Google l'interprète. Et on sait que Google peut changer les titres, peut changer les métadescriptions. Donc, c'est ces données-là, en fait, qui sont analysées par ChatGPT pour décider si la source doit être crawlée ou pas. Après, il y a encore des cas où Google garde la même métadescription que celle qui a été renseignée sur le site, mais je sais qu'il a tendance à les modifier et parfois à prendre un morceau du contenu directement pour le mettre dans la métadescription parce qu'il pense que ça répond mieux à l'intention de recherche derrière la recherche Google. Complètement. Et après, on va avoir d'autres sujets techniques. On va avoir, Idriss le disait tout à l'heure, les query fanout sont poussés en français dans le cas d'OpenAI, en français et en anglais. Donc, si je peux mettre dans la partie technique aussi, avoir une version anglaise de son site et donc une version traduite de son site, ça a aussi son importance puisqu'on va chercher lorsque une query fanout sera, je prends l'exemple d'OpenAI, tapée sur SERP API pour déclencher son site web et ensuite aller le scraper, récupérer son contenu. En français, si vous avez un site FR, il n'y a pas de souci si vous avez un bon ranking SEO. Et on va en parler aussi du taux de corrélation forcément entre SEO et GEO pour être utilisé en source, mais aussi du coup en anglais si les query fanout sont tapés en anglais. Donc une version EN de son site a son importance. Et après, on a le sujet aussi du LLMS.txt. Alors Idriss, je ne sais pas quel est ton avis sur le LLMS.txt. Nous, on considère à l'agence dans la mise en place des stratégies de GEO que c'est ce que je vais qualifier de free call, c'est-à-dire que ça ne coûte pas grand-chose de le mettre en place, mais l'impact reste encore à prouver. Pour vous donner un ordre d'idée, le LLMS.txt est le pendant du robot.txt qu'on utilisait en SEO. Le robot.txt qui est un fichier d'accessibilité pour les robots d'exploration de Google ou des moteurs de recherche traditionnels, en lui disant concrètement au robot, tu as le droit d'accéder à telle URL, tu n'as pas le droit d'accéder à telle URL sur mon site. Je schématise. Et il y a un pendant qui a été inventé, qui est le LLMS.txt. On a quelques cas d'analyse de log où on voit que les IA ont visité des LLMS.txt. Après, la traduction de ces LLMS.txt reste encore assez floue. Néanmoins, ça coûte rien et c'est plutôt très facile à générer et à mettre en place. Donc, on est plutôt d'avis de le mettre en place. C'est ça. Je raisonnement-là. Bon, super. Voilà globalement sur la partie technique. Encore une fois, je schématise un petit peu. Il y a aussi des... N'oubliez pas que votre site doit avoir une bonne web performance. Donc, ça veut dire une certaine rapidité aussi. Encore une fois, une IA... lorsqu'elle va rentrer sur une page, elle ne peut pas se permettre d'attendre 10 secondes pour que votre contenu charge. Donc, il y a quand même ce sujet-là et on peut avoir des retours d'erreur pour les IA si le contenu est trop long à charger. Donc, avoir un site, entre guillemets, assez rapide, c'est important. Il y a plusieurs manières d'améliorer la vitesse d'un site. Après, ça, on rentre dans des sujets de SEO assez techniques, mais globalement, il y a la partie front et aussi la partie serveur avec
le time to first byte, ce qu'on appelle le TTFB, qui doit être assez rapide et inférieur à 500 millisecondes, par exemple. C'est à quelle vélocité le serveur pousse les informations sur vos pages web, par exemple, qui font partie des critères techniques assez importants. Je te propose qu'on bascule sur la structure du contenu. Complètement, c'est parti. Je regarde juste, alors je fais un tour sur les questions, voir s'il y a des questions qui sont tombées. Tac, tac, tac. Alors, cela veut dire qu'on a intérêt à rafraîchir régulièrement nos pages de site. Question de Dorothée. La réponse est plutôt oui, Dorothée. Je ne sais pas si Idriss, tu as un autre son de cloche, mais la réponse est plutôt oui, complètement. Ça améliorera aussi le ranking sur Google. Google a tendance à aussi remonter les contenus qui sont frais. Donc, dans tous les cas, je pense que ça va dans le bon sens. Ouais. Complètement. On a qu'est-ce qu'une métadescription? Alors, Valentine, la métadescription, c'est le pendant de la title sur les moteurs de recherche. Donc, la title, c'est le lien bleu qui va apparaître lorsqu'on fait une recherche web sur lequel on clique pour accéder à un site. La métadescription, c'est la petite description juste en dessous, qui est une phrase descriptive, entre guillemets, du contenu qu'on va pouvoir retrouver sur cette page. Google change les méta et title dans combien de pourcents des cas approximativement? Alors ça, c'est une question de Chloé. Sur les titles, on a moins de changements et de réécriture quand même de la part de Google. On est plutôt très stable sur les titles qu'on va venir indiquer. Là où sur les métadescriptions, ça va dépendre des pays. Il y avait une stat aux US qui était à plus de 60%, je crois, de réécriture des métadescriptions. En France, je n'ai pas exactement la statistique, mais Google se fait plaisir, on va dire, sur les métadescriptions. Et un des meilleurs moyens de stabiliser ces métadescriptions quand même, c'est de s'inspirer de ce que Google réécrit. Si vous voulez avoir la main dessus, vous regardez comment Google a retravaillé une métadescription à vous et vous vous en inspirez pour pouvoir pour gagner en stabilité. Idriss, je te laisse rebondir si tu as d'autres… Oui, non, je suis complètement d'accord. Est-il possible d'influencer le résultat d'un prompt via des flux d'actualité LinkedIn? Alors, oui, alors, j'allais dire, LinkedIn, c'est une grosse source de données utilisée par les IA. Ouais. Ça fait partie du top 5. Et en fait, ce qu'on a pu voir, nous, c'est qu'il y a 3 types de contenus qui peuvent être utilisés sur LinkedIn. Le premier, ça va être les articles de blog LinkedIn. Donc, on peut créer des articles de blog sur LinkedIn et ça peut être repris par les IA pour venir influer sur les réponses. Le deuxième, ça va être les posts des personnes, des gens qui sont récupérés. Et le troisième, ça va être le post des entreprises. Enfin, je voulais dire la page des entreprises. On a vu dans beaucoup de prompts, en fait, ces pages compagnie être récupérées par ChatGPT pour venir générer la réponse. Ouais, ce qui vient renforcer notamment la notion d'entité pour le GEO. Globalement, pour faire confiance à une entreprise, on a besoin, les IA et les crawlers ont besoin de plusieurs points de contact pour une entreprise, d'où l'importance de Wikipédia, par exemple, des critères qu'on va qualifier de AT en SEO, globalement montrer pignon sur rue. Et votre page LinkedIn entre dans ces critères-là, parce que forcément, le niveau de confiance augmente si vous avez une page LinkedIn. Et effectivement, nous, on a mené des tests à l'agence avec LinkedIn Pulse, qui est le fait de publier des sortes d'articles de blog avec LinkedIn. Et la rapidité d'indexation et la rapidité de remontée en source est plutôt assez rapide. Et on va le mettre dans la grande famille qu'on va appeler du parasite SEO. En réalité, c'est utiliser l'autorité d'un autre domaine, comme LinkedIn en l'occurrence, pour pouvoir apparaître assez rapidement sur Google et donc devenir source des IA. C'est ça. Et le mieux, en fait, c'est parce que il y a plein de benchmarks du coup qui vont parler des sources les plus utilisées par les IA, mais à la fin, ça va vraiment dépendre de la thématique des prompts qui vont être monitorés. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller taper, par exemple, dans ChatGPT, une cinquantaine de prompts qui sont liés à son business et voir les sources qui sont les plus utilisées. Après, on peut automatiser ça via des outils comme Metoria, mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas, c'est pas parce qu'on a dit que LinkedIn c'est une top source de données que ça le sera forcément dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est important en fait d'aller faire une analyse sur son propre secteur pour voir quelles sont les sources les plus utilisées et voir où est-ce qu'il va falloir du coup proposer son contenu. On a une autre question, Idriss, sur les méthodes de bloquement type Cloudflare
on peut permettre au bot de passer quand même. Oui, alors je pense que ça fait un écho avec ce qui s'est passé en juillet 2025 hein, avec Cloudflare, mais globalement, la réponse est oui. Et Cloudflare ne bloque pas et ne souhaite pas bloquer, entre guillemets, les IA. En tout cas, c'est des choses qu'on peut paramétrer sur Cloudflare. Et d'ailleurs, Cloudflare est en train de tester quelque chose sur la partie Markdown et de globalement donner du contenu en Markdown dans un format extrêmement léger lorsque le user agent, lorsque une IA se présente pour scraper le site et voir si du coup le contenu est plus facilement digeste, j'ai envie de dire, pour les IA. C'est ça. Et je te propose qu'on passe à la suite et on pourra reprendre On les y va, questions après pour donner le temps de terminer. Il y a c'est quand parti. même encore pas mal de trucs intéressants à voir. La structure d'un contenu pour le GEO, on ne va pas passer, je pense, un quart d'heure à tout expliquer, mais dans les grandes lignes, en fait, ça coûte cher à une IA de venir analyser un contenu. Plus le contenu est long, plus ça va lui coûter cher parce que ça va être des tokens utilisés pour venir analyser le contenu. Donc, l'idée, c'est que plus le contenu, plus les informations en fait importantes sont bien positionnées dans le contenu, plus on a de chances que l'IA les récupère et que du coup, ces informations viennent influer la réponse. Et donc, bien positionné, ça veut dire au début du contenu ou alors en tout cas dans des balises qui font que la structure du contenu est bien faite. Par exemple, une balise titre est plus facile à récupérer, par exemple, que un énorme paragraphe. Un tableau qui compare des éléments, pareil, c'est plus facile à venir récupérer et analyser qu'un paragraphe de 300 mots. Donc, je pense, en fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que si le contenu il a été bien fait pour un humain en termes d'UX, normalement, il sera aussi bien pour une IA. Je ne sais Complètement. pas si Modulo ce sujet de apporter de la valeur plutôt en haut de vos contenus plutôt qu'en bas, parce que peu de chances que toute la valeur soit lue en bas. Nous, on utilise quand même des techniques, enfin ce qu'on appelle le quick answer, c'est-à-dire qu'on apporte toute la valeur dans le premier paragraphe. On a remplacé le chapeau historique, par exemple, sur un article qui permettait d'introduire un sujet, par plutôt apporter de la valeur tout en haut d'un article pour être récupéré à ce moment-là et encore une fois limiter les dépenses d'énergie pour les crawlers et les robots des IA. On a ça, la présence de FAQ aussi quand même à mentionner, qui est à mon sens importante. N'oubliez pas que toute l'idée du GEO, c'est d'être utilisé pour répondre à une question sur un LLM tapé par un utilisateur. Forcément, si vous répondez déjà à ces questions-là à travers des FAQ sur vos pages, qu'en plus de ça, vous avez les bonnes données structurées dont on parlait tout à l'heure, donc données structurées FAQ, alors forcément, votre contenu est plus récupérable en réalité par les IA et donc vous augmentez vos chances d'être utilisé en source. Voilà cette partie-là. Retour d'expérience. Alors ça, c'est intéressant. Donc là, on a parlé de la théorie. Maintenant, on va regarder un peu la pratique. On a fait pas mal de tests, dont un directement avec sur le site web de Metoria, un autre avec un de nos clients et Ruben va aussi vous partager un test qu'il a fait pour DataCheck. Meteoria, nous, on est allé monitorer en fait un prompt qui est très stratégique pour nous, qui est quel est le meilleur outil de Generative Engine Optimization. Donc ça caractérise directement notre produit. C'est la question que les gens vont le plus taper pour identifier des outils comme Metoria. On est visible dans à peu près 42% des réponses de ChatGPT. Donc c'est un pourcentage parce que si je lui pose 2 fois de suite la même question, je n'aurai pas forcément 2 fois la même réponse. Il y a une notion d'impersistance. Et là, on peut le voir, d'ailleurs, la persistance n'est que de 26%. Ça veut dire qu'en moyenne, entre 2 réponses, j'ai eu que 26% des marques qui reviennent d'une réponse à une autre. Et donc, pour être visible sur ce prompt-là, on a fait une stratégie qu'on appelle d'infiltration dans les contenus. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on montre à quel point le domaine, les pages Metoria sont utilisées en tant que source de données par ChatGPT pour répondre à cette question. Et là, c'est 0%. Il n'y a aucune de nos pages qui est visitée par ChatGPT quand on pose cette question-là. Pourtant, j'apparais quand même dans la réponse. Pourquoi j'apparais dans la réponse? Parce qu'en fait, on a analysé le top des sources les plus utilisées par les IA pour venir générer la réponse à ce prompt-là. Et on est venu apparaître, donc c'est ce qu'on appelle faire de l'infiltration, dans 3 de ces contenus-là.
un premier contenu sur le domaine Oscar Black, un autre sur SEO Hôpital, un autre sur SEO Monkey. Et en faisant ça, donc on peut voir ici la fréquence d'utilisation de chacun de ces contenus. Celui d'Oscar Black, par exemple, c'est 67% d'utilisation par les IA, enfin par ChatGPT. Celui d'SEO Hôpital, 61%. Celui de SEO Monkey aussi, 61%. Et ces 3 infiltrations nous ont permis d'apparaître presque une fois sur 2 quand on pose la question à ChatGPT. Il y a quelque chose qui est intéressant avec ça, c'est directement lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le domaine SEO Hôpital, c'est un domaine qui nous appartient. Du coup, on a pu faire pas mal de tests. Et en fait, on avait créé au début un comparateur d'outils de GEO parce qu'on avait analysé les query fan-out que ChatGPT utilisait quand on lui posait la question quel est le meilleur outil de Generative Engine Optimization. Et il cherchait beaucoup de comparateurs. Du coup, on a créé un comparateur. Et au début, ce comparateur-là, le titre, c'était les 8 meilleurs outils GEO. Et en fait, dans la query fan-out que ChatGPT tapait, il tapait meilleur outil Generative Engine Optimization. Et notre page, elle était quand même référencée sur ce mot-clé, parce que Google comprend que GEO et Generative Engine Optimization, c'est la même chose. Par contre, lui, ChatGPT n'a pas compris ça. Et donc, quand il récupérait via le scrapping SERP API notre page, parce qu'elle était référencée sur la query fan-out, il l'utilisait jamais en tant que source de données. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le titre pour faire apparaître, ici entre parenthèses, alors il est coupé, mais il y a écrit Generative Engine Optimization. Et après avoir fait cette modification, ChatGPT a commencé à utiliser ce site-là en tant que source de données pour répondre à la question. Donc ça illustre très bien l'importance en fait de la balise title et potentiellement de la métadescription sur le fait d'être sélectionné en tant que source de données par une IA. Exactement. On a l'exemple aussi, je vais passer très vite parce qu'effectivement, je vois le temps qui file. Des tests aussi qu'on a menés, on a mené plusieurs centaines, voire milliers de tests, je pense, sur DataShake. Même exemple avec quelle est la meilleure agence SEO pour une migration, par exemple, avec No Query Fan Out. Et ensuite, on peut voir juste derrière, donc on est positionné en moyenne 1,1 sur cette requête-là sur les IA. Et si on va sur la slide d'après, on va pouvoir voir qu'en réalité, d'où le taux de corrélation aussi avec le ranking Google, on est premier sur la requête Google, donc sur SERP API lorsque le call est fait à travers les query fan out, et on est 37% du temps source pour les IA à travers notre classement sur les meilleures agences SEO pour une migration. Point important à retenir, les classements restent quand même une source fondamentale quand même pour énormément de prompts qui sont tapés par les utilisateurs. Il y a quand même un vrai secret à publier des classements pour ranker en GEO. C'est ça, parce que dans les query fan-out, il y aura souvent écrit meilleur, ce genre de mots. Du coup, ça amène à ChatGPT à découvrir des classements et lui-même, en fait, est paramétré pour découvrir des classements parce que quand quelqu'un demande, par exemple, quelle est la meilleure agence SEO pour une migration, ChatGPT sait que s'il visite une page qui présente plein d'agences, donc un classement, en visitant un seul contenu, il va avoir sa réponse. Donc, ça limite le nombre de contenus qu'il va être obligé de visiter. Et donc, lui, ça lui fait économiser de l'argent. Donc voilà, là, c'est le contenu que tu avais créé. Voilà, qui n'est pas bien joli, mais avec un tableau qui est extrêmement digeste et que ChatGPT recrache extrêmement bien. Ouais, c'est ça. Et le dernier cas qu'on a envie de partager, c'est avec un client Meteoria TimeTripper qui fait de l'escape game. Il monitorait plusieurs prompts liés à leur business. Donc, c'est quelles sont les meilleures options d'escape game pour X personnes à Paris avec le X qui peut varier. Et là, l'idée, c'est qu'ils n'avaient aucun contenu qui était positionné sur les query fan-out. Donc là, il y a un exemple des query fan-out qui sont tapés pour ce prompt-là. Ils ont créé ces pages-là pour se positionner sur les query fan-out. Et ce qu'on peut voir, c'est que à gauche ici, donc c'est la visibilité de la marque dans les réponses des IA. Et à droite, c'est à quel point les pages de TimeTripper sont utilisées en tant que source de données. Et on peut voir que à partir du moment où les contenus ont été publiés, donc c'est là où il y a la barre rouge aux deux endroits. Donc sur le graphe de droite, forcément, les contenus ont été publiés, ils ont commencé à être récupérés par les IA en tant que source de données dans les réponses. Et on peut voir qu'avant, leur contenu était très peu récupéré. Et ensuite, ils sont récupérés entre 80 et 100% du temps. Et à gauche, ce qu'on peut voir, c'est l'impact qu'il y a eu sur la visibilité. Donc là, on voit la corrélation directe entre le fait que mon contenu soit récupéré en tant que source de données et le fait que ma marque apparaisse dans la réponse. Parce qu'en fait, avec mes propres contenus, je vais pouvoir influer la réponse des IA. Idriss, est-ce que ça se coupe?
Non, on peut continuer. Si jamais vous avez encore un peu de temps, on aimerait terminer du coup par la partie Reddit où on a quelques éléments importants à partager. Juste avant qu'on attaque cette partie-là, je vais vous envoyer 2 liens dans le chat du Meet. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec Meteoria pour discuter du. Hop. Alors, est-ce qu'il s'est envoyé? Voilà. Si vous voulez discuter du GIO, voir ce qu'on pourrait faire pour votre marque, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et pareil, si vous voulez prendre rendez-vous du coup avec DataCheck, qui peut vous accompagner là pour le coup sur un scope encore plus large que le GIO. Hop. Merci beaucoup, Idriss. On se donne 5 minutes pour terminer tout ce qu'on doit terminer. Ouais. C'est ça. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Reddit pour le GIO. Effectivement, Reddit est une super source pour le GIO. La réalité, c'est que Reddit, c'est des milliards de conversations qui sont, comme son nom l'indique, en fait, des contenus très conversationnels, et qui peuvent, enfin, les prompts qu'un utilisateur lambda va taper sur un LLM, en fait, vont être aussi conversationnels. Donc, c'est une base d'entraînement et une base de recherche extrêmement facile finalement pour les IA. D'ailleurs, il y a eu un partenariat Reddit-Google pour entraîner les IA chez Google il y a quelques temps maintenant. Et donc, ici, vous avez un tableau qui vous présente sur ChatGPT. C'est la deuxième source la plus utilisée, première sur Perplexity et deuxième sur Google AI, qui inclut AI Overview et la partie Gemini. Donc oui, Reddit est une super source. Comment exploiter Reddit finalement pour son GIO? Et c'est là tout le sujet. Avant de rentrer juste sur le compte Redditor, il y a 3 grandes manières pour une marque. Vous pouvez avoir une page marque sur Reddit et donc venir influencer ce dont on parlait tout à l'heure, cette notion d'entité pour le GIO. Donc c'est encore une fois montrer qu'on a pignon sur rue au même titre qu'une page LinkedIn. Vous pouvez aller voir sur Reddit. Je crois qu'il y a Adidas qui a une super page marque avec énormément de personnes dessus. La deuxième manière, c'est d'avoir un subreddit, donc une sorte de channel de conversation Reddit autour de votre marque. Là, en exemple, vous pouvez aller voir Nvidia, par exemple, qui a un super subreddit avec énormément de Redditors, donc d'utilisateurs Reddit qui sont dessus. Et la troisième manière, qui est, à mon sens, la plus efficace pour le GIO, c'est la partie exploiter des comptes Reddit. Donc, c'est une technique un peu plus ninja, entre guillemets. Et donc là, l'idée, c'est de s'infiltrer sur Reddit sans vraiment montrer notre identité de marque ou d'équipe marketing ou d'agence sur le sujet. Donc là, on vous a mis un petit récapitulatif. L'idée, c'est quand même de chauffer tout d'abord un compte Reddit, donc participer de manière plutôt très naturelle, sans forcément aller sur des thématiques autour de votre marque sur Reddit, ce qu'on va appeler la phase de karma building. Karma, qui sont les points de crédibilité qu'on va avoir sur le réseau Reddit. Ensuite, on va avoir le sujet de créer un peu d'historique sur Reddit, donc faire des posts sans grand intérêt, ou en tout cas réagir sans grand intérêt marketing, encore une fois, pour vous. Vous pouvez aussi laisser dormir le compte pendant quelques jours. Entre guillemets, il faut simuler un compte extrêmement naturel comme un utilisateur lambda, j'ai envie de dire, de Reddit. Et après un mois, on va dire, tout dépend entre guillemets du nombre de karma, etc. On va se mettre un mois en target. Là, vous pouvez commencer à activer votre compte Reddit pour le bien de votre marketing. Et donc là, commencer à poser des questions sur des subreddits autour des thématiques de votre entreprise, avoir d'autres comptes Reddit qui vont venir répondre pour citer votre marque. Attention, parmi d'autres marques et d'autres entreprises référentes. Encore une fois, il faut être très naturel. Donc, l'idée, c'est mettez-vous numéro 1 à chaque fois que vous vous activez sur un thread Reddit, mais attention à ne pas vous pousser toujours et seulement vous en avant. Et donc, voilà une manière d'activer du Reddit. C'est des choses que nous, on fait chez DataCheck pour le compte de nos annonceurs. Ça fonctionne très, très bien. Et en fait, des threads Reddit s'indexent aussi très rapidement sur Google. On est en train de travailler sur un scoring parce qu'on se rend compte notamment que la capacité d'un thread Reddit à s'indexer dépend aussi du nombre de participants sur le subreddit sur lequel est ce post. Et donc voilà, on travaille sur la recherche sur ça, mais en tout cas, c'est effectivement un levier très puissant
Et avec cette méthodologie Ninja, ça reste la meilleure manière, entre guillemets, d'exploiter Reddit. Et d'ailleurs, avec Meteoria, il y a une synergie qui est intéressante, c'est que ce que font nos clients, en fait, c'est qu'ils vont monitorer des prompts qui sont liés aux produits ou aux services qu'ils vendent. Et ensuite, quand Reddit est une grosse source de données, ils vont en fait filtrer toutes les sources utilisées par les IA qui proviennent de Reddit pour répondre aux prompts en question. Et c'est sur ces Reddit-là qu'ils vont venir faire du commentaire. Donc avec leur compte Reddit ou un faux compte qu'ils ont créé et warm up. Et du coup, ils vont faire apparaître leur marque sur chacun de ces subreddits. Et l'autre actionnable aussi, ça va être de créer des nouveaux threads Reddit sur les queries fan-out utilisés par les IA par rapport au prompt sur lequel j'ai envie d'influer la réponse. Les formats, si tu veux en plein dire de formats qui marchent globalement. Alors, tous ne sont pas adaptés à ces fameux comptes Ninja dont je vous parlais. Globalement, pensez que sur Reddit, le maître mot est la valeur en réalité. Donc, pensez en premier lieu à apporter de la valeur au réseau. C'est comme ça que fonctionne Reddit. C'est comme ça que vous allez aussi crédibiliser votre compte. C'est comme ça aussi que vous allez faire du bien à l'image de votre entreprise. C'est systématiquement en pensant valeur pour les membres de la communauté Reddit. C'est une communauté, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Reddit, assez particulière. Et donc, globalement, toujours réagir sur les threads, en créant des threads, etc. Mais objectif et valeur. Ici, on a par exemple l'exemple des AMA, donc les Ask Me Anything. Là, on parle plutôt de format pour les marques et pour les entreprises qui ont pignon sur rue sur Reddit, où elles laissent elles laissent le choix à la communauté de poser toutes les questions qu'elles veulent autour de la marque. Attention, ça peut être à double tranchant. On a vu des cas d'entreprises qui se sont fait dézinguer, j'ai envie de dire, sur Reddit. Donc, à prendre avec des pincettes, ça peut être dangereux pour des marques, mais si c'est bien fait, ça fonctionne extrêmement bien. Et après, évidemment, tout l'enjeu, ça va être effectivement, comme on le disait tout à l'heure, une fois que vous avez des comptes éditeurs qui sont chauds et qui fonctionnent bien, vous pouvez à la fois juste mentionner votre marque, ce qui fonctionne largement assez pour le GEO en réalité. Il n'y a pas besoin d'insérer forcément des liens pour le GEO. Si vous voulez en plus de ça exploiter une notion dont on parlait tout à l'heure, qui est le parasite SEO aussi, et vous voulez générer du trafic incrémental sur votre site à travers Reddit, vous pouvez évidemment mettre aussi des liens. Encore une fois, c'est une question de contextualisation, etc. Et donc, si c'est bien fait, ça fonctionne très bien. C'est ça. Sachant que, alors, peut-être que les gens qui n'ont jamais vraiment utilisé Reddit ne savent pas trop, mais Reddit, il y a une grosse communauté de modérateurs et donc on se fait très facilement supprimer ses commentaires ou ses posts s'ils ne respectent pas les codes Reddit. Si, par exemple, les modérateurs voient que c'est de l'autopromotion, très rapidement, le post ou le commentaire va être supprimé. Et c'est ça qui est complexe sur Reddit. Et c'est aussi pour ça, je pense que les IA aiment bien aller dessus parce que le contenu, vu qu'il y a des humains en fait qui font en sorte de modérer tout ça, le contenu sera d'une meilleure qualité. Parce que tout le contenu self-promotion, finalement, trop obvious, va être supprimé. Mais donc, ça rend ce canal-là aussi difficile pour les marques. Et il y a un lexique propre à Reddit aussi, avec plein de codes, entre guillemets, à respecter. Donc ça, je vous invite à regarder sur Google, il y a des lexiques déjà tout faits sur des abréviations qui ne sont utilisées quasiment que sur Reddit ou sur les forums. Et donc, encore une fois, dans ce contexte d'être très naturel, ça vaut le coup de se plonger dedans. Et la dernière partie, alors je pense qu'en quelques minutes, elle sera traitée, c'est l'attribution. L'attribution en GEO, comment est-ce qu'on fait pour voir si tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a présenté là, par exemple, pendant le webinar, a un impact sur son trafic, sur ses ventes. Ça, c'est un sujet qui est assez complexe aujourd'hui. Tu me diras ce que tu en penses, Ruben, mais parce qu'en fait, les IA, alors déjà, il n'y a pas, par exemple, de Google Search Console, du ChatGPT, donc on n'est pas capable de savoir exactement tout ce qui se passe, que les gens ont tapé et ce qui sont arrivés ensuite sur mon site web à partir de ChatGPT. On peut le voir via Google Analytics. Google Analytics est capable de nous dire, voilà, il y a X personnes qui sont arrivées via ChatGPT, via Perplexity, via par exemple les UTM, Source, Support, Medium et compagnie. Par contre,
le problème principal que nous, on voit et que nos clients voient aussi, c'est qu'il n'y a pas tout le temps un lien vers la page du site web de la marque. Par exemple, si je demande à ChatGPT quelle est la meilleure agence SEO, il va peut-être mettre, j'espère, DataCheck dans sa réponse, mais il ne va pas mettre un lien directement vers DataCheck. Il va juste l'écrire en texte. Donc, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont copier le nom DataCheck, ils vont le coller dans Google et in fine, ils vont arriver via Google. Donc ça rend très complexe en fait l'attribution des performances liées au trafic qui vient des LLM. Complètement, je suis plus qu'aligné avec toi. On est sur des KPIs quand même aujourd'hui encore principalement de visibilité, de voir nos taux d'apparition sur des prompts cibles sur lesquels on souhaite apparaître. Donc sur des KPIs que je vais qualifier haut de funnel / de notoriété quand même. On a quand même dans GA4 toute cette partie referral lorsqu'il y a des liens cliquables qui remontent très bien dans GA4. Et donc ça nous permet quand même de voir cette partie-là. Et après, nous, ce qu'on met en place, par exemple, avec des acteurs B2B en GEO, sur les formulaires de prise de contact, on met les fameux formulaires How do you hear about us, avec évidemment plusieurs suggestions de comment avez-vous entendu parler de nous. Et donc, on va mettre Google, réseaux sociaux, post LinkedIn, IA. Entre parenthèses, on va mentionner plusieurs modèles, etc. Et donc ça va nous permettre d'avoir une remontée CRM pour savoir quelle est la part des leads entrants qui nous ont trouvé potentiellement sur des modèles d'IA. Ça, c'est une bonne manière de fonctionner. On a vu un cas avec un annonceur qui, post-checkout, donc sur l'équivalent d'une thank you page, mettait aussi ce genre de formulaire-là. Donc, vous pouvez aussi l'imaginer même pour du e-commerce. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un gros sujet d'attribution. On travaille, nous, sur la mise en place aujourd'hui d'un cookie chair sur l'arrivée d'un utilisateur provenant des IA, où on ouvre un cookie d'attribution à 7 jours pour se dire quand bien même sa première visite a été faite depuis une IA, s'il convertit le lendemain, en fait, aujourd'hui, on ne remonte pas la donnée. Et donc, nous, on est en train de travailler sur l'ouverture de ce cookie-là pour être capable de le réattribuer. Aujourd'hui, ça reste quand même assez artisanal, j'ai envie de dire, cette partie tracking du GEO. Je pense que demain, ça va changer avec le GEA notamment et potentiellement l'arrivée d'un pixel qui va nous permettre de bien mieux traquer la performance provenant du trafic IA. Mais aujourd'hui, ça reste artisanal. On arrive à faire des proxys, on arrive à s'y retrouver quand même dans la data et à avoir petit à petit quand même une vision assez héroïste du canal. Mais c'est évidemment pas parfait. Mais encore une fois, le GEO est une nouvelle discipline presque, j'ai envie de dire. Et donc, c'est encore en train de se construire. Après ces dernières semaines, ChatGPT a fait pas mal de modifications intéressantes qui vont dans ce sens. Par exemple, sur tout ce qui est requête locale maintenant, si je demande quelle est la meilleure assurance à Paris, il va présenter les résultats sous forme d'entité. Et quand on va cliquer sur l'entité, donc le nom, par exemple, de la Matmut, il va être cliquable. Et quand on va cliquer dessus, on va pouvoir voir un lien vers du coup la fiche Google Maps, un lien vers le numéro de téléphone et un lien vers le site web. Et donc, ça veut dire que maintenant, il y a un lien direct entre ChatGPT et le site de la marque. Donc, à partir du moment où ça sera démocratisé pour n'importe quelle marque, finalement, le funnel sera complet et on pourra traquer ça comme on traque les autres points d'entrée de notre site. Complètement. Et il me semble qu'on a terminé. Alors, un peu en retard. Je ne sais pas s'il reste des questions dans le chat. Alors, on a passé énormément de questions. Donc, on n'aura évidemment pas le temps de tout traiter. On a plusieurs demandes de follow-up de la présentation Idriss. Je pense qu'un des meilleurs moyens, c'est aussi, n'hésitez pas, vous avez nos contacts ici, vous pouvez nous envoyer, alors, soit à travers ce que Idriss vous a envoyé tout à l'heure, un formulaire contact sur le site, soit n'hésitez pas, et je pense que je parle en ton nom aussi, Idriss, à nous envoyer des mails directement avec Idriss si vous avez des questions qu'on peut traiter. Et voilà, après, est-ce que tu veux qu'on se prenne il est midi, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter les questions. Mais je vous en prie, je vois là une question passer, un intérêt pour le B2B Reddit. Oui, il y a de l'intérêt pour le B2B Reddit. Il y a tous les sujets sur Terre imaginables qui sont traités sur Reddit. Donc, je vous invite à regarder les sujets autour des softwares sur Reddit, etc. Il y a vraiment de la place pour tout le monde.
Juste sur le sujet Reddit, ça vous intéresse? On a un prochain webinar qui est dans 3 semaines. Je l'envoie là dans le chat du Meet, pareil sur Webikeo, où on va traiter justement ce sujet Reddit. On le fait en partenariat avec une agence Reddit qui s'appelle Pimp My SaaS. Donc l'idée, en fait, ça va être d'aller un peu plus en profondeur par rapport à ce que Ruben a commencé à présenter sur Reddit. Carrément. Carrément, et n'hésitez pas, on a présenté, nous, au SMX cette année, le sujet Reddit. Donc, si vous voulez le support, avec plaisir aussi pour le partager, envoyez-moi un mail et je vous partage ça. Et écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous d'être venus. Merci Ruben aussi. Merci Idriss, c'était très intéressant. Bon, je crois qu'on s'appelle 4 fois par semaine pour discuter de JO. Donc, j'espère que tout le monde a ressenti qu'on était des passionnés de ce nouveau levier. Et voilà, il est à disposition déjà pour réorganiser des webinars, Idriss, et évidemment pour tous ceux qui ont des questions dans l'Assemblée, avec plaisir. Merci, au revoir. Merci Idriss, à très vite.